Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Ici nous parlons des faits réels, des faits divers, de tout ce qui se passe, qui nous affecte moralement, physiquement, tout ce qui joue sur nous, sur notre personnalité et qui peuvent nous aider à avancer. Aujourd'hui, nous avons un sujet très sensible, un sujet qui m'a brisé le cœur, qui m'a empêché de dormir. Je me suis imaginée, je me suis mise dans la peau de cette femme forte. Oh là là, c'est juste terrible. Aujourd'hui, nous allons parler de Lalia Konaté. Lalia Konaté est une jeune dame. Une jeune dame qui a eu ses enfants dans un couple normal avec un homme qu'elle a aimé. Parce que pour faire 5 enfants, c'est qu'il y a eu de l'amour. En tant que femme, ce n'est pas facile et évident à l'étranger, dans un pays européen. Notre Lalia Konaté dont nous parlons vivait en France dans la ville de Châlons. Châlons est une ville où elle a eu ses enfants, où elle a élevé ses enfants. Malheureusement pour elle, elle a découvert que son mari avait une double vie. Ça lui a brisé le cœur, ce qui est tout à fait normal. Elle a vu qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne voulait pas supporter cette douleur. Elle a décidé de se séparer de cet homme qui ne lui donnait plus son cœur en entier. Ils se sont séparés sans problème. Madame et monsieur ont eu la garde partagée. Comme vous savez, ça se passe pour plusieurs cas, pour plusieurs couples. Quand il y a séparation, il y a garde partagée. Malheureusement pour elle, son ex-mari, quand ils ont eu garde partagée, qui je suppose, je ne suis pas sûre. Vous savez, avec nos horaires, avec le boulot ou avec quoi que ce soit comme raison, il a eu sûrement des difficultés de garder les enfants. Parce que à part ça, je ne vois pas comment je peux le justifier. Je ne vois pas la motivation du père de ses enfants qui, quand c'était à lui de garder les enfants, il allait donner à sa compagne. Donc, quand c'est son tour de prendre les enfants pendant les vacances, pendant les week-ends, il allait donner à sa compagne, la nouvelle femme avec qui il vivait, mais avec des adresses différentes, si on a bien compris l'histoire. Cette histoire de Lalia Konaté que je vous encourage à aller voir, quand vous tapez sur YouTube, vous allez la voir elle-même faire des déclarations, elle-même témoigner, elle-même crier au secours. C'est une dame qui est en détresse, qui est en pleurs. Jusqu'il y a 4 jours, elle est encore sur les réseaux sociaux pour crier ses droits. Cette dame a confié ses enfants à son ex-mari, qui par ses habitudes donnait à sa compagne. Lalia a eu des échos. Lalia a même vu ses propres enfants. Dans la rue, elle a eu à rencontrer son propre fils avec les chaussures à la main. Parce qu'il a fui les cris de la belle-mère. La belle-mère, je crois, ne les acceptait pas. Parce que 5 enfants, ça fait quand même beaucoup. Elle a aimé l'homme, mais elle n'a pas aimé ce qui venait avec l'homme. Je suis sûre qu'elle voulait du mari, mais elle ne voulait pas de ses enfants. Donc, on suppose que ça s'est passé très mal. Parce qu'en France, rencontrer ton fils avec les chaussures dans la main parce qu'il a fouillé les cris de la belle-mère, c'est que c'est grave. Dans ses témoignages à elle-même sur YouTube, elle explique comment ses enfants disaient qu'ils étaient mal nourris. Ils étaient même dénutris quand ils allaient là-bas. Ils ne mangeaient pas à leur faim. Pendant qu'en France, ici, je crois qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. Quand même, le minimum, on peut avoir. Elle était au courant de ça. Mais vous savez, la loi, c'est la loi. Quand on te dit vous allez faire garde partagée, il faut avoir vraiment des raisons valables pour qu'on interdise à l'autre parent de prendre la charge des enfants. Elle était au courant de ça, mais c'est basé sur la confiance. C'est quand même le papa de ses enfants. Tu ne peux pas laisser tes enfants mourir. Et je suppose que quand les enfants venaient chez lui, même s'ils dormaient chez la compagne, que lui aussi passait la nuit là-bas. Donc quand même, il y avait un œil sur les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Lalia sont partis chez leur père, quand c'était à lui de les prendre. La veille, ils ont allé faire un tour avec la belle-mère. Ils ont vu un lac. La belle-mère leur a dit, demain vous pourrez venir nager ici. En sachant que les enfants savaient nager, mais les enfants ne sont pas des plongeurs, ne sont pas des grands nageurs. Ce sont juste les enfants qui savent nager comme tous les enfants ici. Quand ils sont jeunes, on leur apprend à nager à l'école et tout ça. Ils se débrouillent dans l'eau, dans des piscines. Ce ne sont pas des enfants qu'on pouvait larguer dans des océans, larguer dans des lacs et tout ça. C'était des petits enfants. Les enfants dont on parle, il y a 9 ans, 10 ans et 13 ans. Ils sont encore jeunes. Donc, le lendemain, la belle-mère prend les 4 enfants de Lalia qu'elle avait
Et ces 2 enfants à elle qu'elle a eu dans un mariage précédent et l'enfant qu'elle a eu avec l'ex-mari d'Eulalia, elle les amène au lac. En sachant que ces lacs-là, c'est marqué interdiction de nager. On ne peut pas nager dans ces lacs-là. Alors, on n'a pas de preuves si elle avait vu, si elle était au courant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr que c'est elle qui a ramené les enfants là-bas avec le mari. Quand ils arrivent, ils se posent et tout ça, on suppose peut-être qu'ils ont mangé là-bas ou ils ont passé un bon moment. Le mari est parti au travail. Ça, c'est dans les témoignages d'Eulalia elle-même. Quand le mari s'est déplacé pour quelle que soit la raison, il a laissé ses enfants avec leur belle-mère, on va l'appeler comme ça. Donc, la belle-mère permet aux enfants, on ne sait pas si c'est la demande des enfants ou c'est elle qui leur a dit d'aller se laver. Elle leur dit, vous pouvez aller dans les lacs. Quand les enfants vont dans les lacs, ils vont à 3. Ils plongent dans les lacs. Ils commencent à nager. La plus grande se rend compte que la plus petite, qui a 9 ans, est en train de s'éloigner, de se noyer. Elle comprend parce qu'elle est la plus âgée. Quand elle regarde, elle voit que le petit frère aussi essaye d'aller suivre la petite pour l'attraper. Donc, elle voit le mouvement. Ça veut dire que le temps qu'ils avancent, elle comprend que le petit frère aussi commence à s'en aller, commence à se noyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de l'eau pour aller crier au secours. À qui? À la belle-mère, parce que c'est la plus grande. Elle crie, les enfants sont en train de se noyer, ils sont en train de se noyer. Elle crie au secours. Quand elle crie au secours, la belle-mère, le temps qu'elle réagisse, il y a le grand garçon qui a 13 ans. Là, c'est l'enfant de 9 ans et l'enfant de 10 ans qui sont en train de se noyer. Donc, quand elle crie au secours, le grand frère qui a 13 ans, comme il est basketteur, vous connaissez nos enfants d'Europe, ici, quand ils font déjà le sport, ils sont bien développés. Il suppose qu'il est assez fort pour aller récupérer ses petits frères. Qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans l'eau parce que c'est l'instinct fraternel. Il va pour aller récupérer ses petits frères. Quand il plonge, lui-même, je crois que quand il entre dans l'eau, il se rend compte qu'il y a un courant. Parce que quand on met qu'un lac est interdit à la nage, ça veut dire que c'est dangereux. En tout cas, quand il a plongé, il n'a pas su s'en sortir. Ça veut dire que les 3 enfants sont partis. Sous les yeux de la belle-mère et la grande sœur qui est sortie crier au secours. Imaginez un peu. 3 enfants le même jour. Le même jour, tu es une maman, 3 accouchements, 3 enfants, le même jour à la même heure. Non. C'est un choc chaotique pour une mère. Déjà qu'elle savait que ça s'est passé mal. Mais je suis sûre que si on lui avait laissé ses enfants à temps plein, elle n'allait pas dire non. Mais vous connaissez les lois. On lui a prévenu. Elle est venue sur les lieux. La police, les SAMU, tout le monde a fait le constat du décès des enfants. On lui a annoncé, c'est là que sa souffrance morale, émotionnelle a commencé. La galère, la perte des 3 enfants. Elle a commencé à pleurer, crier partout, justice pour mes enfants. Cette histoire s'est passée le 8 juillet 2018. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Mais à ma grande surprise, ça fait 4 jours que notre sœur a encore publié une vidéo où elle dit que à ce jour, il n'y a pas de justice. Je vais vous mettre une petite copie collée de la vidéo qu'elle a faite il y a 4 jours, où elle est en train de parler. Là, vous allez comprendre, ça c'est le résumé, le récit de ce que moi j'ai compris, de son histoire qui m'a brisé le cœur. Vous allez l'entendre elle-même parler. Elle explique que à ce jour, la soi-disant compagne, Aurélie Hall. Bon, ce nom-là, je ne pense pas que c'est un nom africain. Parce qu'on ne l'a pas vu. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas la trouver. Avec une histoire comme ça, je ne pense pas qu'elle ait même des réseaux sociaux. Aurélie Hall, je suppose que c'est un nom européen. Sans preuve, hein. Vraiment, dans son récit à elle-même, dans son témoignage, elle a cité Aurélie Hall comme la compagne de son mari, avec qui ils ont un enfant. N'a pas encore été condamnée. A été poursuivie bien sûr par elle. Elle a fait des démarches avec des associations, avec tout ce qu'elle pouvait, des avocats et tout ça. Ils sont allés au tribunal et tout ça. Mais ce qui scandalise, ce qui m'a fait mal, vraiment, la compréhension de cette histoire à ce jour, quand j'ai vu la vidéo, ce qui m'a brisé le cœur, et que le dossier a été classé.
En fait, la perte de ces 3 enfants-là, d'après le juge, comme c'est un lac où c'est mentionné qu'on ne doit pas se baigner, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être là déjà. Mais c'était des enfants. On ne peut pas savoir si c'est par l'influence des enfants, la réclamation des enfants. Parfois, les enfants, quand il fait chaud, ils veulent se laver, ils veulent plonger, ils veulent se mouiller. Vous connaissez un peu les climats d'ici. Mais en tant qu'adulte, on peut dire non, je vais vous amener à la piscine. Il y a des piscines publiques, il y a des piscines, il y a des coins en ville où il y a un peu d'eau. En tout cas, si c'est seulement pour se mouiller, je ne pense pas qu'en France, ici, dans toutes les villes, tu as la difficulté de te mouiller le corps en été. Je ne pense pas. Le papa lui-même était là, il était présent. Le papa est parti là laisser sa compagne avec ses enfants. Donc lui aussi, il a quand même une responsabilité dans ça. On ne peut pas aussi prendre tout, mettre sous le dos de la compagne parce que leur propre papa, d'après les dires de Lalia, il était présent, il les a laissés au lac. C'est quand même scandaleux que ces enfants-là, d'après les dires de leur mère, il n'est pas justice. C'est vrai que c'est un accident. C'est vrai qu'elle ne les a pas poussés dans l'eau, elle les a plongés, allez-y, allez-y. Non. Sûrement que c'est le courant, c'est l'eau qui les a emportés. Ils auraient pu aussi sortir de cette eau-là. Mais ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, les cris de cette maman-là, franchement, ça m'a fait très mal. Ça m'a brisé le cœur parce que j'imagine sa souffrance. Cette femme-là a vécu un drame. Pourquoi on en parle? On en parle parce que le divorce est commun ici en Europe. Tout le monde divorce. Les Européens comme les Africains, on divorce. Nous sommes champions dans la séparation. Mais quand on se sépare là, où vont nos enfants? La personne de qui on se sépare est-elle assez responsable pour prendre soin des enfants? Vous savez les mamans, nous on a un grand cœur. Les enfants là on les accroche parce qu'on les désire, parce qu'on les aime, parce qu'on veut d'eux dans nos vies, parce qu'on construit des foyers qui malheureusement se brisent. Mais quand il y a la séparation, est-ce qu'on est obligé d'accepter que la personne avec qui on se sépare, qui est irresponsable, non seulement il ne veut plus de toi, il ne veut plus des enfants, il veut aller reconstruire sa vie. Est-ce que vraiment, ils doivent prendre nos enfants? Parce qu'il est prêt, ils vont les livrer à n'importe qui. La plupart d'hommes ne sont pas responsables. On ne dit pas tous les hommes, mais la plupart n'ont pas le cœur de responsabilité. Quand c'est fini avec toi, c'est fini aussi avec tes enfants. Moi, je peux dire que c'est le cas de ce monsieur-là. Comme ils se sont séparés, où il est en colère, que Lalia l'a mis dehors, où elle ne veut plus de lui, où elle a compris qu'il ne vaut pas la peine. Il s'est dit, bon, je pars, je te laisse aussi avec tes enfants. Mais en fait, on m'oblige à prendre tes enfants. Moi, c'est ce que je comprends. Il n'avait plus envie de ces enfants-là. Parce que quand tu es séparé d'une femme, et que tes enfants sont maltraités, franchement, il faut être aveugle pour comprendre que les enfants ne sont pas heureux de venir chez toi. Les enfants ne peuvent pas venir passer les week-ends chez toi et être pressés de rentrer chez leur maman. Et toi, en tant qu'adulte, tu vas dire que tu ne comprends pas vraiment. Ce que tu comprends, tu fais semblant ou ça ne te touche pas, ça ne t'affecte pas. Vous savez, quand il y a séparation, il y a beaucoup de raisons. C'est qu'il y a aussi là ces raisons de se comporter comme ça. Mais est-ce que quand quelqu'un ne veut pas de tes enfants, est-ce qu'il faut quand même le lui donner? Ou il faut faire des arrangements à l'amiable, contourner la justice, dire que, écoute, moi j'ai compris que tu veux avancer dans ta vie. Hein. Laisse mes enfants tranquilles, moi je vais en prendre soin. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ce point-là? Parce que les hommes, ils changent. Un homme, quand il ne t'aime plus, hein, parfois il ne t'aime vraiment plus. Et il ne veut plus tout ce qui vient de toi. Perdre 3 enfants, ce n'est pas facile. 3 enfants à cause des lois qui t'imposent, c'est que les enfants doivent aller où on ne les aime pas. Quelle perte, quelle tragédie, quelle souffrance. Imaginez maintenant l'autre enfant qui était dans l'eau, qui était sorti courir, crier au secours pour qu'on sauve ses petits frères. La petite là, qui a vu ses frères se noyer, imaginez son mental. C'est pas facile. Tu perds 3 et tu restes avec une qui est hyper traumatisée parce qu'elle a vécu ça. Et à quel âge elle a vécu ça? Vivre un scandale, une torture quand tu es adulte, c'est une chose. Mais quand tu es enfant, tu es encore fragile mentalement. Donc elle est restée encore avec un problème. Elle doit encore encadrer sa fille. Sa fille qui a été traumatisée comme ça. Elle-même, elle a le choc d'avoir perdu 3 enfants. Elle a encore un enfant hyper traumatisé. Et celle maintenant qui n'était pas là. Qui imagine tous les jours, elle imagine mes petits frères, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont senti, comment ils se sont sentis, quand ils partaient dans l'eau, c'était quoi, ils pensaient à quoi, vous imaginez un peu.
Là, maintenant, je ne sais pas. Comme elle est restée avec 2 enfants, est-ce que les 2 enfants-là doivent encore aller chez leur papa? Est-ce qu'ils partent encore chez leur papa? Ou c'est maintenant que la justice a dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux garder tes enfants? Pourquoi on en arrive là? La justice, là, est-ce qu'elle doit être pareille pour tout le monde? Est-ce que les décisions doivent être tranchées pour tous les cas des couples séparés? Peut-être qu'il faut étudier. Il y a des gens qu'il ne faut pas donner les enfants. Il y a des gens qu'il ne faut pas donner les enfants. Ça ne sert à rien. Les mamans, il faut se battre. Quand tu sais que l'homme là, il est irresponsable, franchement, va crier partout qu'il est irresponsable et ne lui donnez pas mes enfants. Ça ne sert à rien. Beaucoup de couples africains surtout ont perdu les enfants, l'éducation, le mental. Les enfants sont traumatisés émotionnellement à cause de va et vient, va et vient. Il va chez un papa irresponsable, il va chez une maman irresponsable. Levez-vous. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut appeler le chat par son nom. Il faut dire la vérité. Si tu ne sens pas le truc, va crier partout, va demander tes droits, va justifier tes enfants, va te battre. Tu vas perdre les enfants bêtement. Tu vas perdre les enfants comme ça parce qu'il s'en fout. Il est passé à autre chose. Il a déjà commencé à faire d'autres enfants ailleurs. Vraiment, ce combat-là, vraiment, j'espère que ça va aboutir à quelque chose qui va vraiment l'apaiser. Il faut qu'il y ait une punition quelque part. Il faut que cette histoire ne passe pas comme ça. Parce que cette histoire-là, c'est une histoire de plusieurs couples. Plusieurs couples en souffrent. Plusieurs personnes en souffrent. Tu sais très bien que là où les enfants partent, le monsieur il est alcoolique, le monsieur il est colérique, le monsieur méprise, insulte tes enfants et tout ça. Mais comme on a dit qu'il doit les prendre, tu laisses les enfants partir. Il faut qu'on se lève contre ça. Quand tu es conscient de l'irresponsabilité de la personne à qui tu donnes tes enfants, c'est ton sang, c'est ta vie, c'est ton avenir. Parce que perdre 3 enfants, ça te brise. Ça te brise, ils sont morts pour rien. Pour rien, vraiment comme ça, avenir fini. C'est très très dur. Mais je salue le courage de cette femme. Parce que cette femme, Lalia Konaté aujourd'hui, elle ne vit plus dans la vie des Chalons. Elle vit en Angleterre. Elle a eu la force de partir. Elle a eu la force d'aller se reconstruire. Elle a eu la force de se dire, je suis plus forte que ça. Il ne m'a pas enterré, il ne m'a pas atterré, il ne m'a pas fini. Je suis une femme forte. Notre sœur aujourd'hui en Angleterre, elle s'est battue, elle a fait l'anglais, elle a continué ses études. Elle veut être prof de mathématiques. En fait, c'est une femme même qui a un bagage. Ce n'est pas une vulgaire femme inutile qui ne sert à rien, qui est là, je ne sais pas, pour attendre la CAF, l'argent des enfants ou quoi. Une femme qui ne sert à rien à la société. Non! C'est une dame de valeur. Une dame utile, une femme intelligente. Elle a pris ses 2 filles qu'elle a gardées. Elle est partie avec en Angleterre pour continuer, pour se reconstruire, pour être plus forte que l'affront qu'elle a eu. Pour être plus forte que le combat qui a voulu la terrer, l'anéantir. Elle a cette force et je salue son courage. C'est une femme battante, une femme qui a la tête sur les épaules, une femme qui en vaut la peine d'être appelée femme. Elle fait des études, elle continue à s'émanciper, elle continue à apprendre, elle nous enseigne une leçon de vie. Son parcours, sa vie, c'est une leçon de vie. Elle n'a que 38 ans à ce jour. Arrête de pleurer, arrête de te morfondre. Ton cas n'est pas le plus dur. Il y a des gens qui vivent des drames tous les jours. Je pense que malgré qu'elle fait ces études-là, elle se souvient toujours que moi, Lalia, j'ai eu 5 accouchements dans ma vie. 5! Aujourd'hui, je suis une maman de 2. Ma soeur, Dieu t'accompagne. Continue à te battre. Continue à lever la tête haute. Continue à défendre tes droits. Continue à te battre pour tes filles. Continue à les encadrer. J'ai vu dans ton témoignage, tu dis, tu as même une fille qui va devenir poète. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut de l'intelligence. Il faut de l'éloquence. Il faut beaucoup de choses qui accompagnent ce métier. Encadre tes enfants. Qu'elles se battent pour les 3 qui sont partis. Qu'elles restent la tête. Qu'elles ne laissent pas la vie les affaisser à cause de ce qu'elles ont pu vivre comme drame. Le drame est là, il est fait.
vous le vivez tous les jours. Et nous, avec vous, on compatit à votre douleur. Cette histoire m'a brisé le cœur d'une façon, non. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut mériter ça juste à cause d'une séparation? On va te briser la vie à cause d'une... Mais en fait, on lui fait vivre la souffrance 2 fois. La souffrance de la séparation et la souffrance de perdre les enfants. Je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais mettre sa dernière vidéo qu'elle a postée. Vous allez l'écouter. Vous allez entendre ce qui sort de sa propre bouche, qui vient de son cœur. C'est une dame vraiment qui mérite justice. C'est une dame qui mérite notre soutien. Vraiment, ne restez pas insensible. Encouragez-la. Encouragez-la, soutenez-la comme vous pouvez. C'est une dame qui a un gros combat à mener. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Lalia, je te donne tout mon courage, toutes les ondes positives qui peuvent t'accompagner pour rester forte et continuer à te battre pour ta propre vie, pour ta propre émancipation, ton évolution physique, sentimentale, mentale. Encadre tes filles, reste croyante, continue à croire. Dieu va t'aider. Tu n'es pas seul, tu as un Dieu derrière toi, comme toi-même tu l'as dit. On va s'arrêter là. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais la copie-collée de sa propre vidéo à elle-même. Sur ce, je vous dis peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. À peu près 5 ans, j'ai perdu 3 de mes enfants qui sont décédés noyés le 8 juillet 2018. Et depuis, je suis en quête de justice. Et la justice tarde à arriver. Finalement, on a eu une date de procès il y a quelques jours. Et les réquisitions du procureur sont pas du tout à la hauteur du drame qu'on a vécu. Alors le 8 juillet 2018, mes enfants, c'est le week-end du papa, parce que je me suis séparé de mon ex-conjoint lorsque j'ai découvert qu'il menait une double vie. Et puis il confie ses enfants à sa femme, donc Aurélie Hall. Et cette femme accompagne mes enfants au lac de Pré-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. Donc c'est un lac qui est interdit à la baignade. Mais mes enfants ont pourtant été autorisés à nager. Ils n'avaient aucun équipement de sécurité, des vêtements de rechange prévus, aucune surveillance. Donc la belle-mère s'est quand même tenue à peu près 108 mètres, d'après les experts, de là où mes enfants se baignaient. Elle les a laissés entièrement seuls et l'inévitable se produit. Donc 3 de mes enfants se noient, mais 2 d'abord. Donc j'ai mon fils Abdallah de 10 ans qui se noie. Ensuite j'ai ma fille Asia de 9 ans qui s'est noyée un petit peu, quelques secondes avant son frère. Et mon plus grand Abdelrahman qui a 13 ans, qui a voulu sauver son frère et sa sœur et qui a perdu la vie aussi. J'ai 2 autres filles qui étaient présentes ce jour-là, qui sont traumatisées à vie parce qu'elles ont vu leurs frères et sœurs mourir. Et une belle-mère qui n'a pas cherché à sauver mes enfants. Alors mon ex-mari n'est pas présent au moment de la baignade, donc il était en famille avec sa femme, mes enfants et ses enfants, parce qu'elle avait déjà 2 enfants d'une précédente union et un enfant en commun avec mon ex-mari. Et puis, mes enfants sont bizarrement autorisés à nager après le départ du papa. Donc, sachant que la veille, mes enfants, elle leur dit, bon, voilà, demain vous nagerez, parce que la veille, ils ont trempé les pieds dans le lac, et elle leur dit, demain vous pourrez nager dans le lac, mais vous ne dites pas à votre papa. Le lendemain, elle attend que mon ex-mari les quitte, pour aller au travail ou je ne sais où, et c'est après ce moment-là qu'ils ont été autorisés à aller nager. Donc ils ont passé le début de l'après-midi en compagnie de leur papa, rien ne s'est passé, le papa s'en va, il se dirige vers le lac, et là, elles sont autorisées à nager. Ces 2 enfants qui savent nager sont en compagnie de mes enfants, et le 3e, qui a 3 ans, c'est celui qu'elle surveille, qui joue au bac à sable. Donc c'est pour ça que lors de l'audition, elle dit, mes enfants, ils ont des petites notions, ils savent nager, ils savent se débrouiller un petit peu, mais je sais très bien que les enfants de Lalia avaient moins que mes enfants. Donc là, le procureur, quand même, le jour du jugement, il lui dit quand même, vous dites que vos enfants ont juste des petites notions, ils savent se débrouiller, mais ceux de Lalia, moins que ça. Donc moins que de ne pas savoir bien nager, c'est de ne pas savoir nager du tout. Dès le début de l'instruction, il l'a mise en examen pour homicide involontaire 9 mois après le décès de mes enfants. Mais on n'a pas été entendu en fait. Tous ces éléments-là n'étaient pas dans le dossier parce que on a été auditionné 2 jours après le décès de mes enfants. On est encore sous le choc. Donc ma fille décrit le moment du drame. Et puis ça s'arrête là, 9 mois après une mise en examen pour homicide involontaire, et ça n'a jamais été requalifié. J'ai rencontré la première fois la juge d'instruction en décembre 2021. Donc c'était 3 ans et demi après la de mes enfants. Donc quand j'ai attiré l'attention à la juge d'instruction concernant la belle-mère et le comportement du père, elle a été tout de suite ferme en disant, écoutez, vous êtes la dernière personne que j'auditionne, de toute façon je clôture l'instruction. Donc peu importe ce que je disais, ça n'allait rien changer. L'homicide involontaire avec aucune circonstance aggravante, c'est 3 ans de prison. Donc cette femme-là n'a jamais mis un pied en prison, ni même en garde à vue. Donc nous on a pris perpétuité. Cette femme-là, le jour où moi j'accompagne mes enfants à l'hôpital qui ont ensuite été amenés à la morgue, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle et elle n'a jamais été inquiétée, juste convoquée comme nous pour une audition
Point. Le dialogue a toujours été très compliqué avec mon ex-mari. Mon ex-mari n'a jamais supporté ma demande de divorce. 2 mois après le décès de mes enfants, c'était avant qu'on parte, parce qu'on a quitté la France en octobre 2018, 3 mois après, je suis au magasin avec mes filles, on passe en caisse, et puis une femme entre dans le magasin, une femme qui me regarde droit dans les yeux, et puis qui continue sa route. Et ma fille me dit, c'est la femme à papa. C'est pas possible que cette femme-là qui croise mon regard, qui me regarde droit dans les yeux, dont elle sait qu'elle a causé la de mes 3 enfants, puisse faire comme si de rien n'était. Et je regarde ma fille, je dis, c'est pas possible, c'est pas elle. Elle m'a dit, si, c'est elle. C'est elle. Je lui dis, ça va? La vie est belle. Elle me regarde, elle me dit, bah ouais, je vis, quoi. Et je lui dis, oui, toi, tu vis. Et moi, mes enfants, ils sont où? Et elle me dit, moi, écoute, c'était un accident. Un accident? Je lui dis, écoute, je vais te poser une question simple, je veux que tu me répondes. Qui t'a autorisé à autoriser à mes enfants à nager dans ce lac, sachant que tu savais très bien qu'ils ne savaient pas nager? C'était un accident. Non, je répète la question et je réitère. Oui, mais c'est un accident. Non, je réitère. Et je répète la question à plusieurs reprises, et elle finit par me dire, en pointant son doigt contre moi d'un ton assez hautain, eh ben écoute, dans ce cas-là, fallait pas me les laisser. Tu savais très bien que quand il les récupérait, c'est moi qui m'en occupais. Et la seule chose que je lui ai dite en la regardant dans les yeux, parce que moi je suis musulmane, je suis pratiquante, et j'ai foi en ma religion, j'ai foi au destin, j'ai foi au jugement. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, bah écoute, le jour du jugement, tu ne passeras pas sans qu'on réglera nos comptes ce jour-là. Tu répondras devant Dieu de ça, t'as causé la de mes enfants. Et puis elle me fait un geste, genre raconte-moi tes salades, je m'en fiche complètement. Et je suis sortie. Je suis sortie du magasin, j'ai pleuré après, mais je suis sortie. Et jusqu'à aujourd'hui, je regrette, en fait. Même si je pense pas que ça aurait changé quelque chose si on pouvait faire machine arrière, mais en fait, j'ai vu une femme qui dès qu'on a commencé à parler, elle a vu qu'elle ne risquait rien face à moi, en fait. C'est pour ça qu'elle s'est permise de me parler d'un ton aussi hautain, aussi méprisant, et qu'elle a essayé de me faire culpabiliser de mes propres enfants, parce qu'elle savait, dès qu'on a commencé à parler, qu'elle ne risquait pas de se prendre un coup ou que ça finisse mal. Mon ex-mari a toujours maintenu la relation avec elle. Depuis le début, il l'a soutenue. Alors au début, c'était devant les gens, je suis en colère contre elle. En off, il la soutient. Moi, il me disait clairement, elle n'est pas responsable. Mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce comportement-là de sa part. Il l'a soutenu à 100% depuis le début. Il s'est quand même constitué partie civile qu'une fois, qu'elle a été inquiétée par la justice. Il y a eu une audience du vendredi 31 mars. Et que là, j'ai vu que sa constitution partie civile, elle avait un intérêt. C'est qu'il me réclamait qu'il n'y ait aucune sanction. Et c'est une personne qui n'a pas de mal à se décharger de sa paternité. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à le dire lors de l'audience. Ma fille, quand même, appelée à la barre, elle a demandé, juste de poser quelques questions, quelles sont les instructions qui vous ont été données, on devait nager, on avait le droit. Elle lui dit, quelles sont tes relations avec ton père? Elle dit, il n'y en a aucune. Et elle a dit, je ne veux pas que vous l'appelez père, appelez-le géniteur. Et à ce moment-là, mon ex-mari demande à son avocat de prendre la parole. La première phrase qu'il dit, c'est, puisque je ne suis que le géniteur, je demande à être déchu de ma paternité. Ces 2 filles sont présentes, on juge l'affaire de leurs frères et sœurs. La femme qui est responsable du décès de leurs frères et sœurs est présente, juste en face de ma fille, juste en face de moi. Je ne veux plus être votre père. Sachant que depuis 2020, elles n'ont plus aucune relation avec leur père. Depuis 2020, il a tiré un trait sur ses filles. Comment voulez-vous que des enfants se reconstruisent avec ça? C'est dur parce que cette souffrance-là, je la vis au quotidien. En fait, je la vois et je suis impuissante. Je ne peux pas effacer de leur mémoire le drame qu'elles ont vécu. Je ne peux pas faire en sorte que ce père prenne conscience de la douleur de ses filles. Je peux juste être là, constater et essayer de faire en sorte que mes filles tiennent debout. Mais pour que mes filles tiennent debout, il faut déjà que moi je tienne debout. Et en fait, on l'a subi cette vie. Je l'ai subi, ma vie. Mes filles la subissent, on n'est pas heureuse. Je dis toujours, si demain on m'annonce, Ladia, t'as de maladie, tu quitteras ce monde. Écoutez, ok, quoi. On est toutes les 3 dans 3 bulles différentes. Chacune souffre de son côté parce que personne ne peut partager sa souffrance avec l'autre. Elles veulent me protéger, moi je veux les protéger. Donc on est là, on souffre. Et on est comme dans un déni de cette souffrance qui est omniprésent, parce que ce manque-là, il est omniprésent. 5 enfants, ils sont tous rapprochés, mes enfants, ils étaient comme les 5 doigts d'une main. C'est trop dur pour elles, en fait, de vivre avec ça, de vivre avec l'abandon d'un père, de vivre avec une impunité de la belle-mère. On peut pas peser, en fait, la gravité de ce qui s'est passé et la gravité des conséquences qu'il y a bien après le drame. Il y en a toujours, et il y en aura jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a rien qui va, en fait. Ma petite qui a des envies suicidaires. J'ai peur un jour de rentrer qu'elle soit vraiment passée à l'acte, en fait. Ma plus grande a vu sa petite sœur une fois qu'elle a essayé de faire une tentative de suicide. Et moi, j'étais sortie faire les courses et ma plus grande, elle me dit, j'entends le tiroir de la cuisine, le tiroir à couteau. Et elle sait que ma petite, elle cuisine pas, en fait. Et elle me dit, je me lève et je trouve que t'as ma fille dans la cuisine avec le couteau, comme ça, dirigé vers elle.
Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je veux plus vivre. Je veux plus vivre, c'est trop dur, en fait. Elle me dit, pose ça, et puis elle a posé le couteau. Et donc, ma fille me l'a dit après, j'en ai parlé avec ma petite dernière, et je lui ai demandé, je lui ai dit, tu vois comme je souffre que les trois soient partis. Si je tiens debout, c'est parce que vous êtes là. Si vous partez, je tiendrai pas. Et elle me dit, mais c'est trop dur de vivre avec ça, c'est trop dur. C'est quoi cette vie qu'on a? C'est quoi en fait cette souffrance? Si c'est pour vivre comme ça sert à rien de vivre. Je dis, mais si Dieu a voulu qu'on soit encore là, c'est qu'on a encore quelque chose à accomplir. Et tu as encore quelque chose à accomplir. T'as une place ici. Tu vas changer le monde. Tu vas apporter quelque chose. Il faut que tu sois forte, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on se batte pour les petits, il faut pas qu'ils soient partis pour rien. Mais je veux que la justice condamne fermement les responsables. Je veux que la belle-mère prenne que du ferme. On ne me dise pas qu'en causant la mort d'enfants, chaque enfant ne vaut qu'un an de prison avec sursis. J'ai perdu 3 enfants, ils requièrent 3 ans de prison avec sursis. Qu'on ne me dise pas que c'est ce que vaut la vie d'un enfant aujourd'hui en France. On surmonte pas, en fait, la perte de ses enfants. On peut pas vivre avec la perte de ses enfants. Un enfant malade, peut-être à la rigueur. Là, mes enfants sont pas décédés de maladie. Mes enfants ont été conduits à une mort certaine. Je peux pas me reconstruire avec ça. Il y a que la justice qui peut m'aider à, ne serait-ce qu'entamer le processus de deuil également à mes filles. Pour l'instant, on est en stand-by. Depuis ce jour-là, on a une blessure ouverte sur laquelle il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de cicatrisation. Et on est là en apnée en fait. On est en apnée. On attend. Mais on attend quoi? La seule chose qui me reste, c'est de faire appel au cœur des gens, des personnes qui ont de l'influence ou non. Que les gens publiquement disent qu'ils sont scandalisés que pour un tel drame, la sanction est dérisoire. J'en appelle aux politiciens, j'en appelle aux médias, j'en appelle aux Français tout court, aux parents, aux enfants, j'en appelle à tous. Ce qui se passe, c'est scandaleux. Il y a 3 enfants qui ont perdu la vie. Ne me dites pas que la vie de 3 enfants ne vaut rien. Il faut qu'il y ait une mobilisation, un soutien public. Et plus jamais du 8 juillet 2018, que ce soit une noyade ou autre. Il faut prendre la responsabilité des gens à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Il faut condamner fermement pour que ce genre de choses ne se reproduisent jamais.